That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis content pour le coup parce que mon invité est quelqu'un que je suis depuis très longtemps et il est là aujourd'hui. Et on va parler, on va parler un peu du monde, de l'état du monde. Pas pour plusieurs raisons. En tout cas, mon invité s'appelle Bamchad Pourvali. C'est un confrère, critique de cinéma, mais c'est surtout un docteur en cinéma. Là, pour le coup, moi, je ne le suis pas. Donc, mais en tout cas, vous enseignez à l'école polytechnique, à l'université Gustave Eiffel, et vous avez écrit pas mal de livres. Godard, certainement, on parlera de Godard pendant une heure, où il y a Wong Kar-wai, Chris Marker, et plein d'autres choses. Vous avez aussi un site important qui s'appelle Iran Ciné Panorama, qui est consacré donc à l'histoire, mais aussi, ça c'est très important, à l'actualité, donc le présent du cinéma iranien. Et vous êtes, et c'est pour cela que vous êtes là aussi, directeur d'un festival. C'était sa première édition. C'était, et en même temps, ça l'est encore, parce que je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Le festival s'appelle l'Iran par-delà les frontières. C'est un panorama des cinémas iraniens contemporains, c'est très important. Il y a eu donc la soirée d'ouverture qui s'est tenue le 27 mai à 20h. Et puis ensuite, il y a eu une projection complète. Donc, si je ne me trompe pas, je l'ai noté aussi quelque part, plusieurs longs métrages. De fiction, il y en a 6, 2 documentaires longs et 5 courts et moyens métrages. Et tout ça a été projeté au Luxi d'Ivry, c'était entre le 28 mai et le 1er juin. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi on en parle? Parce que c'est toujours important d'en parler. Mais non, c'est pas que ça, c'est qu'il y a d'autres projections qui vont avoir lieu. Du 24 au 27 juin, à la Pléiade de Cachan, donc ça sera une partie de la programmation, mais l'intégralité, là pour le coup, c'est du 26 au 31 août à l'Épée de Bois. Toutes ces informations sont dans le descriptif de la vidéo. Première question que j'ai posée à mon invité hors caméra, elle est particulière, elle est godardienne. Comment allez-vous? Bonjour Samir, moi aussi je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je suis l'émission depuis, je pense même depuis qu'elle existe, assez régulièrement. Et pour répondre à la question, godardienne, je dirais que j'essaye d'aller bien dans la mesure du possible, mais donc on va essayer de voir aussi comment se passent les choses, comment vont les choses, même si elles vont mal, je trouve, mais nous amènent à nous poser des questions sur l'état du cinéma iranien, la particularité du cinéma iranien et la manière dont il nous montre la société iranienne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisqu'effectivement, si j'ai décidé d'appeler le festival Iran par-delà les frontières, c'est que je considère aujourd'hui que la société iranienne est une société transnationale. C'est une expression utilisée par une chercheuse qui s'appelle Shora Makaremi, et que le cinéma iranien est également, pour moi, aujourd'hui, un cinéma transnational, puisque parfois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a le cinéma iranien tourné à l'intérieur de l'Iran, avec ou sans autorisation. Ça aussi, je pense qu'on va en parler, puisqu'à Cannes avait été présenté en sélection officielle cette année aussi bien un film tourné sans autorisation, qui est donc le film de Jafar Panahi, Un simple accident, qui a obtenu la Palme d'Or, qu'un film tourné avec autorisation, donc Femme et enfant de Saïd Boustoï, qui n'était pas au palmarès. Mais le cinéma iranien, c'est aussi, au moins depuis Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Parronneau, un cinéma de la diaspora qui n'est pas soumis aux mêmes, de fait, aux mêmes interdits qu'à l'intérieur de l'Iran, et qui aborde parfois d'autres questions, d'autres aspects, peut-être un peu plus historiques. Et pour moi, il y a un dialogue entre ces deux cinémas, et c'est ce que je voulais mettre en lumière à travers ce festival, pour nous permettre justement de comprendre l'état de cette société transnationale et de ce pays, et d'essayer de penser l'avenir. Et depuis une semaine, puisque nous sommes le 20 juin, une guerre qui, pour être franc, moi je pensais ne jamais arriver, dans la mesure où elle est annoncée depuis plus de 20 ans, donc a été déclenchée. Et du coup, bon, il y a une inquiétude qui peut paraître peut-être pour certains paradoxale, puisque certains considèrent qu'il s'agit de faire tomber le régime
des mollahs, pour reprendre l'expression consacrée. Mais pour ma part, je considère que tous les mouvements qui ont éclaté en Iran, ces mouvements citoyens depuis, on va dire, 2009, mais même si on peut faire remonter ça à 97, avec l'élection du premier président dit réformateur. Bon, ça c'est maintenant une fiction à laquelle plus personne ne croit, les réformateurs, mais disons qu'il y a une société civile iranienne qui s'était manifestée à ce moment-là, et il se trouve qu'en 97, l'élection du premier président dit réformateur était venue quelques jours, quelques semaines après la première Palme d'Or remportée par Abbas Kiarostami pour le goût de la cerise. Donc, il y avait cette concordance d'événements qui avait été soulignée par des observateurs à l'époque et puis depuis dans beaucoup d'articles. Et aujourd'hui, en fait, il se trouve que ce qui se passe actuellement vient quelques semaines après la deuxième Palme d'Or qui dans les deux cas, en fait, nous parle de la société iranienne et les mouvements ensuite qui sont apparus en Iran, qui ont beaucoup impacté le cinéma, que ce soit ce qu'on appelait le mouvement vert de contestation en juin 2009. D'ailleurs, c'était le 13 juin 2009 aussi, c'est-à-dire que c'était le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle qui avait eu lieu le 12 juin. Donc, ce mouvement de contestation qui a duré plusieurs mois avec comme slogan « Où est mon vote ?», puisqu'une partie de la population estimait avoir été lésée, et où il était déjà question en fait des relations entre Israël et l'Iran, puisqu'il faut savoir que l'enjeu de l'élection était la réélection ou pas du président sortant, Mahmoud Ahmadinejad, qui lui avait effectivement menacé directement Israël, et des candidats qui se présentaient contre lui, en fait, l'accusaient de nous mener vers une guerre. Et ce mouvement vert qui a duré, pour moi, quasiment jusqu'au mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est-à-dire en 2022, est un mouvement qui, pour moi, avait rendu totalement caduque, obsolète, anachronique, ce que l'on voudra, l'idée d'une frappe israélienne, parce qu'il y avait ce mouvement de la société civile qui continuait à exister, à s'opposer. Or, maintenant, il faut savoir, puisque pour prendre aussi d'autres précédents, la République islamique d'Iran s'est consolidée dans la guerre Iran-Irak, puisque une guerre permet de couper Internet, ce qui est le cas en Iran depuis quelques jours, permet d'arrêter tout opposant, ce qui est le cas du rappeur Toumaj Solehi, qui avait déjà été arrêté, qui vient d'être arrêté hier. Donc voilà, donc en fait, et cette guerre a été condamnée entre autres par Jafar Panahi, mais aussi par Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, qui a reçu, qui a été désigné comme prix Nobel de la paix. Il m'arrive parfois de le répéter, le 6 octobre 2023. C'est le 6 octobre, le fameux jour d'avant. Voilà. Voilà un peu la situation. Et donc, forcément, il y a de ma part et de la part d'autres Iraniens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je tiens à le dire, puisque certains Iraniens sont favorables à cette intervention, mais de ma part et d'autres personnes que j'ai citées, il y a tout de même une inquiétude et le sentiment que le mouvement, en fait, qui existait, qui a été réprimé, mais qui ne s'était pas éteint, aujourd'hui apparaît comme mis entre parenthèses, alors que pour moi, c'est lui qui représente, ces mouvements citoyens qui représentent l'avenir de l'Iran et dont le cinéma, pour moi, rend compte. Eh ben voilà, on va rester. Alors, je vais rebondir sur le cinéma rend compte, et c'est ce qui me permet aussi, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'il faut qu'ils comprennent que c'est une émission de cinéma. Et pour mieux le comprendre, ce monde, on va surtout parler de cinéma, Bien même sûr. si ça peut parfois déranger certaines et certains, parce que tu disant que non, il faudrait peut-être plus axer sur l'histoire, la géopolitique, mais c'est en parlant de cinéma que les choses sont encore beaucoup plus fortes et inattaquables. Donc, ça sera ma seule question provocatrice, mais je peux vous la poser et je crois que vous comprendrez très certainement pourquoi je vous la pose. Il y a ce festival qui existe, la première édition. Il y a eu la soirée d'ouverture, les films ont été programmés, projetés.
Vincent Macken, Oui, je tiens à rappeler, était le parrain, on peut dire ça comme et ça, le parrain, et tout à le fait. parrain, et qui est très sensible à la question iranienne, vu qu'il est franco-iranien, on peut dire ça aussi C'est comme ça, ça, je par crois, sa mère, tout à par fait. sa mère. Et puis, il y a depuis maintenant quelques jours ce que nous savons au niveau entre Israël et l'Iran. Le cinéma que vous avez proposé pendant quelques jours avant cette guerre, aujourd'hui, comment vous pouvez jauger Mmh. ça? Qu'est-ce que ça dit exactement? Oui, c'est une question qui m'a parfois été posée, notamment, hier, puisque hier, j'ai aussi un ciné-club, un double ciné-club, à l'Épée de Bois, en alternance, hem, un premier ciné-club qui s'appelle L'Écran Persan, où je montre des films iraniens, et un autre qui s'appelle, Parler Ciné, où je montre, des films, plus, généraux. Et donc je montrais Bonnie and Clyde hier, mais en discutant donc pour la reprise du festival fin août, c'est une remarque qui m'a été posée par la directrice de la salle, Camille Abbé, si je comptais éventuellement compléter ma sélection de films pour essayer de coller à l'actualité. Seulement l'actualité, on ne la connaît pas, et puis l'actualité, elle change d'un jour à l'autre. Je sais que cette émission, on avait prévu de l'enregistrer même hier, enfin même il y a quelques jours déjà. Or, hier, je pense que je vivais, comme beaucoup d'autres, dans cette interrogation de savoir quelle allait être la position américaine, qui finalement est une position, on va dire, entre guillemets, attentiste, qui se donne 15 jours pour prendre une décision. Donc voilà, donc en fait, il y a cette actualité immédiate, et il y a effectivement, comme il est dit, ce que les films nous disent peut-être d'une manière plus longue. Et, et moi, pour répondre aussi à cette question, je n'exclus pas effectivement de compléter ma sélection. Je verrai comment, toujours avec des films iraniens, quoi qu'il en soit, mais la seule chose dont je suis certain et qui reste d'actualité, c'est que l'affiche en fait de notre festival, qui a été dessinée par Hormoz Kay, c'est un dessin original qu'il nous a proposé, une peinture, ça représente une hirondelle du désert de Lout, avec un morceau de pellicule comme un rameau d'olivier. Et donc je pense que cette image-là, en tout cas, on la changera pas, puisque pour moi, en fait, ces films nous parlent malgré tout de la complexité, moi je dirais, de la société iranienne, et du fait que tous les problèmes, pour moi, concernant l'Iran, si on met un peu de côté exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'intervention la guerre avec Israël, ne concerne pas uniquement le rapport, moi je dirais, des Iraniens avec le pouvoir, forcément, de la République islamique, qui, qu'on le veuille ou pas, est né d'une révolution, mais il y a 46 ans. Mais je pense que le cinéma iranien doit aussi permettre aux Iraniens de comprendre qu'une partie de leurs problèmes vient aussi d'eux-mêmes, de leurs contradictions, de leurs questions qui ne sont pas encore totalement réglées, pour pouvoir aussi se débarrasser, disons, ou accepter aussi de vivre avec comme une véritable démocratie, avec des opinions différentes. Et je dis ça en pensant à certains films très précis. Par exemple, le seul long métrage de fiction qui n'a pas été tourné en Iran que nous programmons, c'est un film irano-américain, mais donc surtout un film américain, qui s'appelle The Persian Version, qui est Ouais. un film de 2023 de Mariam Keshavals, qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme qui va découvrir un secret de famille. Et un secret de famille qui concerne sa mère, et qui explique aussi la relation particulière qu'avait sa mère avec elle, mais aussi avec l'un de ses frères. Et cette histoire, elle va la découvrir à travers sa grand-mère, qui jusqu'ici ne lui en avait jamais parlé. Et donc, c'est aussi une manière de dire qu'il y a des histoires tues, des histoires qui ne sont pas dites, mais en même temps qui ne sont pas dites parfois par des personnes qui auraient très bien pu les dire auparavant, qui ne sont pas, enfin, parce qu'il y avait des tabous qui n'étaient pas encore tombés.
Et moi, j'ai ce sentiment, et d'ailleurs, c'est un film dans son esthétique très particulière, puisqu'on est dans une première partie très à l'américaine, très virtuose, mais qui peut paraître aussi facile et un peu superficielle. Et le film trouve une profondeur avec une deuxième histoire. Et voilà, pour ceux qui le découvriront, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que les voix off sont des voix off féminines. C'est donc la voix off de celle qui représente la réalisatrice, donc d'une jeune femme qui ne connaît pas ce secret de famille, la voix off de la grand-mère qui raconte cette histoire de famille, et puis brusquement, c'est la voix off, en fait, et même c'est une voix in, en réalité, donc de cette mère dont on veut raconter le secret et qui, à un moment donné, demande à raconter elle-même son histoire, que quelqu'un d'autre, même sa propre mère, ne raconte pas à sa place son histoire. Et donc, on a un verrou qui saute. Et je sais que le film touche énormément parce que forcément, des histoires comme ça, il y en a dans beaucoup de familles. Et je trouve que le cinéma iranien, que ce soit cet exemple-là, puisqu'il est programmé dans le festival, mais je pourrais parler plus généralement des films d'Asghar Farhadi qui parlent beaucoup de petits mensonges, d'éléments que l'on n'a pas dit, mais que le cinéma nous permet en fait de montrer que les torts sont partagés. En fait, pour moi, tout ça participe d'une véritable évolution de la mentalité iranienne depuis une vingtaine d'années et participe véritablement de l'évolution de la société iranienne à l'intérieur ou à l'extérieur, encore une fois, même si, bien sûr, on pense aussi à l'intérieur. Parce que, pour moi, par exemple, Persepolis de Marjane Satrapi, et je parle du dessin animé beaucoup plus que de la bande dessinée, parce que personnellement, par exemple, la bande dessinée début des années 2000, je ne la lis pas. Je vois qu'il y a beaucoup de Français, parfois même des enfants qui la lisent, je suis surpris, mais je n'ai pas cette curiosité, peut-être parce que je suis plus dans le cinéma que dans la bande dessinée. Mais le film, bien sûr, je le vois et je suis extrêmement ému par ce que je vois. Et pour moi, c'est un film qui a permis à toute une jeune génération d'Iraniens de se réapproprier l'histoire, leur histoire, qui était devenue tabou au sein des familles, puisqu'en fait, beaucoup d'Iraniens, leurs parents ne leur parlaient plus de cette histoire de la révolution à laquelle ils avaient participé, vu la tournure qu'avait pris la révolution. Et là, c'était un dessin animé qui nous permettait de comprendre qu'il y avait plusieurs tendances à l'origine de la révolution de 79, et beaucoup de films actuels, pour reprendre aussi certains films de la programmation, qui pour moi résonnent aussi avec des films plus anciens. Par exemple, My Stolen Planet, c'est un film documentaire, donc un film qui va sortir le 25 juin, qui montre que tout ce mouvement qui a existé, puisque la première grande manifestation qu'il y a eu en Iran, alors que la révolution de 79 n'avait même pas encore un mois, la révolution est déclarée victorieuse le 11 février 79, et les femmes iraniennes qui ont fait la révolution décident de célébrer une fête qui était interdite à l'époque du Shah, puisque même si le Shah a fait évoluer la condition des femmes en en leur donnant le droit de vote en 63 et en votant des lois pour la famille en 67 qui interdisaient notamment la polygamie, et ça renvoie directement à The Persian Version, où l'année 67 est signifiée puisqu'elle correspond aussi à une réalité. Il n'empêche que le 8 mars était interdit en Iran, était interdit parce que jugé comme une fête subversive, puisque tout ce qui pouvait avoir trait à des mouvements de gauche, en fait, était interdit par le Shah d'Iran. Et donc, ces femmes décident de faire la manifestation la plus importante après la Révolution, qui a réuni des millions de personnes. Et Khomeini, la veille, explique que le port du voile sera obligatoire en Iran, si bien que la manifestation devient une manifestation contre le port du voile obligatoire, alors qu'à l'origine, c'était une manifestation pour célébrer pour la première fois une fête interdite à l'époque du Shah. Et il y a un film qui a été fait par
par une équipe française qui s'est rendue en Iran, un film qu'on trouve très facilement sur Internet. Il suffit de taper 8 mars 79 Téhéran, qui s'appelle Mouvement de libération des femmes iraniennes année zéro, qui dure 12 minutes. Et en fait, il y a notamment Kate Millett, qui est une grande féministe américaine qui a participé à ces différentes marches, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 3 ou 4 au mois de mars 79, et qui estimait qu'il n'avait jamais vu de telles manifestations, dans toutes les manifestations à laquelle elle avait participé. Et je sais que lorsque ce petit film avait été remis en ligne, il y a de cela presque 20 ans, sur Internet, beaucoup de gens se demandaient ce qu'était devenu cette génération. Et en fait, moi, je trouve que My Stolen Planet montre que cette génération a continué à exister, mais à cause de la guerre, elle pouvait beaucoup moins se manifester. Donc, elle a entretenu dans les maisons une certaine forme de résistance, de mentalité, qu'on voit très bien donc, que les gens continuaient à danser, même si dans un premier temps, donc dans My Stolen Planet, ils dansaient avec malgré tout le portrait de Khomeini accroché au mur, ce qui montrait que ces personnes qui dansaient avaient fait la révolution, mais en même temps ne renonçaient pas à leurs idéaux, qui n'étaient pas de vivre dans le système qui leur avait été imposé, et que finalement, tous les mouvements qui existent, et notamment ce mouvement féministe beaucoup plus radical depuis 2022, en fait, trouve sa racine dans ce qui a existé immédiatement après la Révolution, même s'il y avait des forces contraires. Et donc, pour moi, les films, pour répondre à la question, les films, quel que soit le moment où ils ont été réalisés, pour moi, parlent de cette révolution que les Iraniens continuent à mener, et parfois en conflit avec eux-mêmes ou avec d'autres, et qui pour moi est le véritable chemin qui permet d'avoir de l'espoir pour l'avenir, puisqu'on voit qu'il y a l'image d'une société plurielle dans ces films, et donc qui fait qu'on peut croire à un Iran démocratique, à condition que ces films-là soient effectivement vus, que ces interrogations soient menées par chacun, pour aussi éviter un scénario qui est envisagé par certains, qui pour moi me semble catastrophique, qui sont en fait la majorité des Iraniens qui soutiennent la guerre actuelle, en fait, sont royalistes. Puisque, en fait, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, s'est même rapproché d'Israël, a même rencontré Netanyahou. Donc, en fait, beaucoup espèrent que la chute, si elle devait avoir lieu suite à cette guerre, en fait, permette une restauration, ce qui, pour moi, m'apparaît totalement anachronique, notamment par rapport au film. Et pour parler ne serait-ce que du film de Jafar Panahi, que je pense, pour le coup, rajouter en avant-première pour la reprise fin août. Le dernier, hein. Le dernier, voilà, en l'occurrence. le dernier, un simple accident, pardon. à l'épée de bois. En fait, c'est un film qui, à un moment donné, nous montre une sorte de petit théâtre de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui sont tous d'anciennes victimes d'un tortionnaire qui s'interrogent pour savoir en fait ce qu'ils doivent faire à cette personne qu'ils ont arrêtée. Voilà. Est-ce qu'ils doivent le torturer à leur tour? Est-ce qu'ils doivent le relâcher? Et donc, ils ne sont pas tous d'accord. Et donc, il y a ce théâtre de la démocratie, et théâtre et démocratie sont liés depuis Athènes. Voilà, et même si ça prend très vite la forme d'un théâtre de l'absurde, mais volontairement, et c'est la tonalité humoristique voulue par Panahi, majoritairement au centre de son film, et qui pour moi du coup participe effectivement de cette révolution que les Iraniens continuent à mener et qu'on trouve dans les films sur plusieurs générations. Puisque de la même manière, et ça c'est ce à quoi je tenais à travers cette programmation, c'était de montrer comment, selon moi, aujourd'hui, les films tournés sans autorisation à l'intérieur de l'Iran ressemblent de plus en plus aux films de la diaspora. C'est-à-dire qu'il y avait des tabous, y compris dans les films tournés sans autorisation, avant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Par exemple,
le fait de porter le voile à l'écran. Puisque même si Rassoulov et Jafar Panahi ont tourné sans autorisation depuis le mouvement vert, pour protéger leurs actrices, puisque ce seront elles qui seront surtout inquiétées, continuaient à tourner avec voile, mais en même temps disaient ce qu'ils avaient à dire et ne passaient pas par un bureau de la censure qui allait leur interdire et les surveiller, etc. Or, depuis donc, le mouvement qui a éclaté le 16 septembre 2022 après la mort de Mahsa Jina Amini, ni Rassoulov dans Les graines du figuier sauvage, ni Panahi dans Un simple accident ne montrent des femmes qui portent systématiquement le voile. Il y a bien sûr des scènes où elles le portent, puisqu'il y a quand même dans des rues de Téhéran des femmes qui continuent à le porter, et même des femmes qui le portent ou qui ne le portent pas, selon la personne qu'elle rencontre. Par exemple, une petite scène dans Un simple accident, un des personnages, il y a deux personnages féminins, il y a une mariée, une future mariée, qui alternativement porte son voile de mariée ou pas, mais elle ne le porte pas en permanence, donc le voile de mariée, c'est pas juste un artifice pour porter le voile sans qu'on pense qu'elle porte le voile. Et il y a un autre personnage qui est photographe de mariage, un autre personnage féminin, qui, elle, va porter le voile un seul moment parce qu'elle va rencontrer son cousin, son jeune cousin, qui tient une pharmacie, et devant lui, elle porte le voile parce qu'elle n'a pas envie d'entendre des remarques de sa part, ni même d'avoir des discussions de famille qui n'en finissent plus. Et donc voilà, mais tout ça, ça traduit des éléments réalistes. Et Panahi raconte aussi que sur le tournage, puisque ça a quand même été tourné en décor réel en partie, dans les scènes de rue, il arrivait que des passantes savaient qu'elles allaient entrer dans le champ de la caméra, puisqu'elles avaient besoin de se rendre à tel endroit, et qu'elles demandaient à l'équipe si elles devaient remettre leur voile, puisqu'elles savaient, puisqu'il y a quand même d'autres tournages en Iran, que si elles apparaissaient sans voile, la scène, si c'était un film tourné avec autorisation, serait censurée, et Panahi leur a demandé de se comporter comme elles avaient l'habitude de se comporter. Donc certaines portent le voile, d'autres ne le portent pas, puisque de toute façon, le film n'était pas destiné à passer par les fourches codines de la censure pour pouvoir être montré en Iran. Mais de ce point de vue-là, il faut aussi dire, j'ajoute cet élément-là, que les films qui sont maintenant aussi tournés donc, à l'extérieur de l'Iran, ou bien les films qui sont tournés à l'intérieur de l'Iran de façon clandestine, sont de toute façon vus par la majorité des Iraniens, que ce soit sous forme de clés USB ou bien sur Internet, en passant par des VPN, etc. Ce qui explique aussi que certains films, par exemple, qui ne sont pas des films tournés en Iran, sont tournés en fait directement en persan, pour permettre plus facilement d'être, par exemple, La Sirène, qui était un dessin animé de Sepideh Farsi, qui a été réalisé il y a 2 ans. La version qui est sortie au cinéma, la première version qui a été enregistrée, il y a eu aussi des versions dans des langues européennes, mais c'est une version en persan. Et le générique, il est bilingue, alors que rien ne justifiait ça, puisque ce n'est pas une production iranienne, si ce n'est de pouvoir tout de suite mettre le film en ligne pour des personnes qui souhaiteraient le voir en Iran, du coup, gratuitement. Et donc il y a ça, il y a déjà cette existence-là aussi de cette société iranienne et de cette volonté, à travers tous ces films-là, de faire évoluer aussi des mentalités, puisque, ne serait-ce que pour reprendre un élément de l'actualité, tous les Iraniens ne sont donc pas d'accord sur ce qui se passe actuellement. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec les frappes ou la guerre entre Israël et l'Iran, dont je fais partie, ce ne sont pas nécessairement des gens qui soutiennent le régime en place en Iran. Voilà. Et de l'autre côté, des gens qui sont favorables, il y en a à l'intérieur de l'Iran, et il y en a aussi à l'extérieur de l'Iran, parmi les Iraniens, mais avec des tendances politiques aussi bien affirmées. Et il s'agit de savoir ensuite comment, en fait, toutes ces personnes-là doivent arriver à vivre ensemble et avoir une image dans laquelle ils se reconnaissent.
parce que ça aussi, c'est un point, je parle beaucoup, Ah non, non, mais j'enchaîne après sur les il y a questions-réponses. il y a aucun souci, hein. C'est Bon, toujours c'est important. hem, en fait, c'est un point qui me tient aussi beaucoup à cœur et qu'on voit, je dirais aussi bien dans le film, de Hormouzgueil qui s'appelle, Les images des ombres que dans My Stolen Planet, d'une autre manière. Il faut savoir que la photographie et le cinéma sont entrés très tôt en Iran. Je pense que l'Iran est certainement, en tout cas pour la photographie, peut-être même pour le cinéma, le premier pays ou l'un des premiers pays où ces deux inventions françaises, en l'occurrence, sont entrées immédiatement. Puisque la photographie, c'est 1843, c'est-à-dire 4 ans quasiment après l'invention, et le cinéma, c'est 1900. Sauf que pendant toute une génération, c'est-à-dire 20-25 ans, et même 50 ans pour la photographie, c'est un art de cour, c'est-à-dire que ce n'est utilisé que par les rois de la dynastie Qadjar. Et notamment, par exemple, Nasreddin Shah, qui introduit la photographie, devient lui-même photographe, puisqu'il se passionne à ce point-là pour cet instrument, entre autres pour photographier les femmes de son harem, puisqu'il ne voulait pas non plus laisser ça à d'autres. Donc il devient photographe et son fils, Mozaffar-Eddin Shah, puisque Nasreddin Shah est assassiné en 1896, alors juste après l'invention quasiment du cinéma. Mais son fils qui se rend en France et en Belgique découvre le cinéma et lui devient acteur de cinéma dans des petites scénettes de fiction qui durent 1 minute, où il se met en scène, etc. Et donc, il y a cet intérêt pour l'image et moi, je vois véritablement la démocratisation de l'image en Iran comme la recherche aussi d'une image de la démocratie. Alors, c'est une formule justement un peu à la Godard, mais je pense que c'est véritablement ça, c'est-à-dire que l'image a vraiment commencé à se démocratiser au début du XXe siècle et spécifiquement lors d'un événement qu'on appelle la Révolution constitutionnelle de 1906, qui fait que l'Iran est l'un des premiers pays ou le premier pays musulman à se doter d'un parlement et d'une constitution. Et comment l'image s'est démocratisée, puisqu'en fait, les révolutionnaires et futurs députés éditaient des cartes postales avec leur portrait à eux, mais comme futurs représentants en fait de la nation. Donc, c'était plus uniquement le portrait du Shah qui était représenté. Et tout ça s'est poursuivi, enfin sans entrer dans trop de détails, mais ne serait-ce que pour en venir à 79, puisque mais on peut aussi parler de 53, le coup d'État de 53, les émeutes qu'il y a eu dans les rues ont été filmées par un jeune cinéaste à l'époque qui s'appelle Ebrahim Golestan, qui va devenir l'un des grands cinéastes iraniens du cinéma d'auteur. Ebrahim Golestan, on le connaît un peu plus en Occident, puisque c'est lui qui a participé au film de Mitra Faraoni qui s'appelait « À vendredi Robinson » avec Jean-Luc Godard, où ils échangent une correspondance à distance. Mais le jeune Golestan, en fait, de lui-même, il avait une caméra, donc filme ces émeutes, et ensuite il va être le photographe, Golestan, du procès Mossadegh. Toutes les images que l'on a du procès Mossadegh ont été photographiées par ce futur grand cinéaste. Et la révolution de 79 est la première révolution télévisée, ça on oublie de le dire, la première révolution qui a lieu en direct. On pense toujours à la Roumanie, mais la Roumanie, c'est 10 ans plus tard, c'est 89, mais en réalité, on a oublié que c'était la révolution iranienne. Et ensuite, on a parlé de révolution Facebook ou Twitter pour le mouvement vert, avec notamment la mort d'une jeune manifestante étudiante qui s'appelait Neda Sultan, dont la mort a été filmée en direct et c'était une image inédite à ce moment-là. Et ce qui s'est passé donc depuis 2022, on appelle ça parfois la révolution Instagram, TikTok, qui est encore une autre manière de filmer, une autre manière de faire circuler les images. Et tout ça, pour moi, participe de cette démocratisation des images. C'est-à-dire que les Iraniens produisent des images. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé en 2009, c'est que j'y voyais beaucoup de références cinématographiques. C'est-à-dire, il y avait une manière de filmer, par exemple,
une série de petits films qui sont devenus très célèbres parce qu'ils ont été repris dans beaucoup d'autres films, parfois de fiction ou de documentaires, montraient Téhéran à 10h du soir, puisqu'à 10h du soir, en fait, les gens s'étaient donné rendez-vous pour crier « Allahu Akbar » en 2009, toujours à 10h du soir, qui était une manière, en fait, de protester. Et il y a une jeune femme, on ne sait pas son identité, qui avait décidé de filmer le blackout de Téhéran à ce moment-là, avec quelques fenêtres allumées, et d'improviser pendant 3 minutes le temps de ces cris, une sorte de journal de ce qui s'était passé durant la journée, parfois de façon très poétique, et c'est devenu assez célèbre parce qu'on retrouve une de ces vidéos très souvent, ça s'appelle « Prière sur les toits de Téhéran », où à un moment donné, elle enchaîne, elle improvise, elle dit « Mais quel est ce pays où on assassine en pleine rue? Quel est ce pays où les gens n'ont pas la liberté de défiler ?» Et elle termine en disant « Veux-tu que je te dise, ce pays, c'est l'Iran, c'est ton pays, c'est mon pays. » Et certainement, c'était improvisé, mais c'était, il y avait une valeur cinématographique. Et je sais que j'avais fait un article à l'époque pour les cahiers qui s'appelait freeiran.com. Et j'avais parfois honte, j'hésitais, j'en parlais avec Jean-Philippe Tesset, je disais oui, mais je ne peux pas dire que ça me rappelle tel film, je ne peux pas non plus en parler comme un objet esthétique. Et Jean-Philippe m'encourageait à le faire en me disant « Mais c'est ça qui pour nous est intéressant, parce que sinon c'est un article pour le monde diplomatique. Donc tu dois nous parler justement de ce qu'il y a de cinématographique. » Et pour moi, il y a eu une vraie dimension cinématographique nourrie parce que montrer un blackout et entendre des voix et une voix off, moi ça me rappelle les films de Kiarostami, une scène de Le vent nous emportera, où un poème est récité dans une cave où l'on trait une chèvre. Enfin voilà, et je me dis que ce n'est pas possible que ceux qui ont fait ces vidéos-là n'aient pas eu ces références-là, que c'est uniquement moi qui les ai parce que je travaille soi-disant dans ce domaine. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que, pour rebondir donc aussi sur My Stolen Planet, ce qui est très touchant dans My Stolen Planet, c'est qu'on voit des films d'avant la Révolution, en Super 8, tournés par des familles qui ont abandonné tous ces films-là en quittant le pays, donc des familles plutôt riches. Et donc, une cinéaste d'aujourd'hui qui les reconstitue, mais qui en même temps les met aussi en relation avec ses propres films à elle. Ce n'était pas forcément la même famille, puisqu'elle, sa famille est restée en Iran, et les fait résonner avec d'autres danses, mais cette fois-ci pas à l'intérieur des maisons, mais à l'extérieur, pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et donc, pour moi, tout ça revient à reconstituer un album de famille, au sens large du terme, et de faire coexister des gens qui ont été ou sont royalistes, avec des gens qui ont soutenu la révolution de 79, peut-être même certains dans le sens que cette révolution a prise, avec d'autres qui n'ont pas soutenu ça, avec d'autres qui sont en exil. Ce qui est très touchant dans My Stolen Planet, c'est que le film est commencé alors qu'elle est en Iran, et le film se termine alors qu'elle est obligée de s'exiler, puisque 2 autres de ses amies réalisatrices documentaristes ont été arrêtées, et qu'elle-même, en fait, beaucoup de ses archives ont été confisquées. C'est pour ça que le film s'appelle My Stolen Planet, puisque c'est sa planète privée volée. Donc voilà, et donc pour moi, ces films, en fait, font exister cette image démocratique de l'Iran de demain, à travers aussi cette démocratisation des images qui fait que ces images sont aussi faites par des particuliers et résonnent avec les autres images de plus en plus. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, parler du cinéma iranien revient à considérer, et même si moi je ne montre pas, mais je pourrais le faire, quelques vidéos que j'aurais glanées de mon côté, ces vidéos, de toute façon, sont dans les films. Ils sont dans My Stolen Planet, ils sont ailleurs, et ils participent pour moi véritablement de ce cinéma iranien par-delà les frontières qui constitue déjà, en fait, pour moi, l'image d'une société démocratique, mais qui doit s'accepter comme telle, c'est-à-dire qui doit accepter aussi tous ces points de vue différents, pour peu qu'ils soient pluriels. Vous
Vous avez évoqué là les cahiers du cinéma, donc ça c'est intéressant. Parlons de la critique de cinéma. Oui, oui, oui. Restons dans le cadre même de la programmation de votre, enfin je dis de votre, mais oui, du festival dans Oui, lequel vous êtes directeur et programmateur. Je sais que vous évoquez souvent cette espèce de confusion dans la mmh, réception critique du cinéma iranien. Il y a plein d'aspects et cette programmation, j'imagine, c'est une manière aussi de voir plus clair, comme vous le dites, dans cette confusion. Ce serait intéressant de parler aussi de la réception critique. Parce qu'il y oui, a la réception critique des années 90, dont je fais un peu partie. Moi, voilà, mmh, Mac Malbaf, tout ça, tous ces bien gens-là, sûr. bien évidemment, et je pense qu'on est un peu de la même génération. Et puis, il y a d'autres films qui sont arrivés, et j'ai cette sensation. Vous m'aviez dit dans un mail, par exemple, et ça c'est génialissime, vous parliez de Tatami. Oui, C'est intéressant, Tatami, c'est un bon exemple, mais j'ai l'impression que cette réception critique, elle est confuse parce qu'on ne va vraiment plus dans l'intériorité du film, on voit autre chose différemment. Et pas que pour Tatami, pour d'autres. Enfin, voilà, mmh. ça serait intéressant de nous parler aussi de cette, via la programmation que vous proposez, qui nous permet de voir clair dans la confusion, comme vous le dites, de la réception critique du cinéma iranien en France, j'entends bien, en France. Bien sûr et tout à fait parce que moi je suis assez surpris de voir que, 15 ans, et même plus après, après presque 20 ans, enfin 18 ans après, Persepolis, en fait, apparemment une partie de la critique, confond toujours ce cinéma de la diaspora avec, le cinéma, iranien national. Alors moi, je suis d'accord. Alors une chose que je dis parfois même pour expliciter le titre du festival, donc l'Iran par-delà les frontières, parce qu'au début, je pensais appeler ça, par exemple, l'Iran sans frontières, mais ça me rappelait trop Médecins sans frontières, donc ça n'allait pas. Je pensais appeler ça l'Iran au-delà des frontières, mais finalement, je suis arrivé, grâce à un ami, Nicolas Landreau, à l'appellation l'Iran par-delà les frontières, puisque ça définit quand même qu'il y a une frontière. Et donc, il y a une phrase de Godard en 2004 dans sa conférence de presse pour Notre Musique où il disait « Je suis pour les frontières, mais contre les douaniers ». C'est-à-dire que j'admets qu'il existe des différences, voilà, qu'il y a donc bien des frontières, même entre fiction et documentaire, mais qu'il s'agit de passer cette frontière librement et sans nier le fait qu'elle existe. Et donc, moi, j'admets volontiers que Tatami, par exemple, pour prendre cet exemple, peut faire partie de ce cinéma iranien de la diaspora, mais j'estime qu'il faut quand même rappeler que c'est une production israélienne. Puisque ça, j'ai l'impression que certains, en fait, n'en tiennent presque pas compte, et que ça implique néanmoins un certain nombre de choses dont il faut néanmoins parler, c'est-à-dire forcément ces pays sont opposés. Maintenant que le film soit co-réalisé par, donc c'est une première, par une iranienne, donc qui est aussi actrice, qui est Zahra Amir Ebrahimi, et par un cinéaste israélien qui est Guy Nativ. Donc ça peut être rappelé. Mais il faut aussi dire, par exemple, que dans le cas de Tatami, l'histoire qui nous est racontée s'inspire de Ouais. faits réels, mais ce n'est pas pour autant une histoire réelle, ne serait-ce que parce qu'il y a bien des judokas femmes donc, en Iran, mais qu'elles ne sont pas autorisées à participer à des tournois internationaux parce que leur tenue qui couvre aussi le cou n'est pas acceptée par les instances internationales. Donc en fait, l'histoire qui nous est racontée déforme une réalité pour permettre qu'elle rencontre une compétitrice israélienne, puisque de l'autre côté, les Israéliens sont surtout forts dans des sports de combat, dont le judo. Donc on aurait pris un autre sport, par exemple le taekwondo, où les Iraniennes, au dernier jeu olympique, une Iranienne a remporté la médaille d'argent et une autre Iranienne qui a quitté l'Iran, donc c'est un peu l'histoire de Tatami en l'occurrence, qui était sous le drapeau bulgare, a remporté la médaille de bronze. Parce qu'au taekwondo, elles ont donc une protection sur la tête et davantage sur le corps. Et en fait, moi, quand il m'est arrivé de présenter Tatami, je montrais ce moment où elles reçoivent les médailles.
et où c'est donc celle qui est encore en Iran, qui reçoit la médaille pour la République islamique d'Iran, qui décide d'aller prendre dans ses bras sa compatriote, geste qui lui a été reproché. Elle a été sanctionnée pour ça, et cette image a été coupée en fait à la télévision iranienne. Et en fait, ce qui est très touchant quand on voit cet extrait, c'est qu'on voit que des deux personnes la plus émue est celle qui était une ancienne championne iranienne à Rio, qui maintenant est donc judoka pour la Bulgarie, qui elle avait un vrai sanglot et ça se voyait à son visage. Donc c'est pas exactement l'histoire que nous raconte Tatami, comme quoi en quittant, parce qu'à la fin de Tatami, elle rentre dans le donjon, enfin avec l'idée qu'elle va combattre une compatriote, mais dont elle ne, voilà, qui normalement soutiendrait à 100% le régime, etc. Donc c'est des images qui seraient intéressantes de confronter avec la réalité. Et effectivement, Tatami a remporté le prix Jean Renoir Oui. cette année, il y a quelques semaines, et moi, je suis un peu surpris dans la mesure où je considère que même s'il a ses qualités, c'est peut-être pas à mes yeux le meilleur film. Je sais pas, il y avait par exemple Bird que personnellement j'avais davantage aimé, et je me dis que, enfin, disons que les années précédentes, j'étais effectivement interrogé par le prix Jean Renoir pour répondre à des questions. Donc pour Le Diable n'existe pas, ou bien pour Chronique de Téhéran, parce que le prix Jean Renoir estimait qu'il fallait des éclaircissements. Cette année, je n'ai pas été interrogé. Or, j'estime qu'il y avait des éclaircissements aussi à apporter. Et surtout quand on voit la suite, parce qu'un point qui me dérange, c'est que à Tatami, on peut rajouter Lire Lolita à Téhéran, avec également donc Zahar Amir Ebrahimi, Golshifteh Farahani, Mina Cavani, qui a des qualités, mais aussi des défauts, qui sont des défauts que je dirais de films hollywoodiens, c'est-à-dire que ça s'inspire d'un best-seller. Oui. En fait, c'est des grandes actrices, tête d'affiche, et puis il y a des simplifications. Enfin, moi, je parfois remarqué qu'on voit une manifestation qui est censée se passer, le film a été tourné en Italie, mais qui est censé se passer à Téhéran en 1979. Il y a 50 personnes qui manifestent. On a l'impression que c'est une manifestation à la fac d'Amiens. Donc ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi ressemblaient les manifestations en Iran à ce moment-là. Et puis surtout, on ne comprend pas quelles sont les différentes tendances, puisqu'on ne voit que des portraits de Khomeini. Donc si on voit que des portraits de Khomeini, qui effectivement était celui qui était reconnu par des tendances, cela étant, opposées, c'est-à-dire certains se revendiquaient de Khomeini, mais se considéraient comme des héritiers de Mossadegh, le premier ministre de l'Iran de 51-53, il y avait des moudjahidines du peuple, enfin voilà, il y avait différentes tendances. On ne voit aucune, il y avait des communistes, on ne voit aucune de ces différentes tendances, on voit uniquement des portraits de Khomeini, comme si la révolution n'avait pas encore eu lieu. Enfin bref, donc pour moi, il y a une manière de schématiser en fait les choses qui font que, et surtout la question que je me pose et ce que je regrette le plus, c'est que Eran Riklis, qui réalise Lire Lolita à Téhéran, c'est un cinéaste que moi j'aimais beaucoup, notamment au début des années 2000, quand il tourne La fiancée syrienne en 2004, ou bien Les citronniers en 2008, où il parle en fait des conséquences de la politique israélienne sur ses voisins. Or, je pense qu'il y a suffisamment de sujets aussi qui font qu'il pourrait y avoir tout ce cinéma israélien qui était l'équivalent à un moment donné du cinéma iranien, qui parle de la société civile. Or, je trouve Début que 2000. c'est... Vous voulez parler Début du cinéma 2000, début ouais, 2000, bien sûr. exactement, tout à fait. Des films que moi, à un moment donné, j'ai adoré. Par exemple, Une jeunesse comme aucune autre, qui était un film de 2006, qui pour moi était un film extraordinaire, qui nous montrait la vie des femmes qui faisaient leur service militaire en Israël, parce que c'était des films critiques qui montraient où en était cette société civile aussi israélienne qui n'approuvait pas nécessairement la politique qui était menée. Les documentaires d'Avi Mograbi. Or,
les films d'Amos Gitaï, on n'a quasiment plus de nouvelles de toutes ces personnes-là. Et c'est là où moi, je finis par m'interroger sur le fait, effectivement, qu'Israël est une démocratie, donc ça pose beaucoup moins de problèmes, normalement, de faire ces films-là, parce qu'il n'y a pas de question d'autorisation en Israël, plutôt qu'en Iran, où des risques sont pris par les réalisateurs, les acteurs et les actrices. Et je pose une question, je ne dis pas avoir la réponse, mais est-ce qu'on ne peut pas en conclure que l'évolution des deux sociétés civiles ne se fait pas de la même manière? C'est-à-dire que moi, je pense que la société civile israélienne, que je ne connais pas plus que ça, puisque je ne peux la connaître qu'à travers le cinéma, et que je trouve qu'à part les films de Navad Lapid, pardon, on a très peu en fait de films critiques comme on ne pouvait en avoir au début des années 2000. Est-ce que cette société israélienne n'est pas devenue de plus en plus conservatrice, à l'inverse d'une société civile dans un pays totalitaire qui se démarque de manière beaucoup plus claire, même si dans ce cinéma iranien, il y a aussi des films qui sont faits avec autorisation par des cinéastes qui même s'ils ont pu être critiques à un moment donné, je pense donc à Saïd Boustoï qui a fait Leila et ses frères, ou bien La loi de Téhéran. Donc la loi de Téhéran, dont la version qui a été montrée en Iran ne comportait pas toutes les scènes que nous on a pu voir dans la version française. Il y a eu quelques scènes censurées, ce que j'ai pu voir aussi. Voilà. Et Leila et ses frères, qui n'est pas du tout sorti en Iran, puisque la censure demandait pas moins d'1 heure de coupe, le film faisant 2h30. Et c'était effectivement un film extrêmement audacieux par plusieurs aspects, notamment parce que c'est une question que moi je pose souvent, et donc là je la pose à ceux qui nous écoutent s'ils ont la réponse, c'est qu'on voit dans ce film-là, à un moment donné, donc une fille gifler son père, et j'ai pas souvenir d'avoir vu une telle scène dans un film. Je dis pas simplement iranien, dans un film. C'est-à-dire, alors les gens me disent peut-être un film de Bergman, mais en l'occurrence, lequel? Voilà, c'est vrai que on a vu l'inverse plusieurs fois, mais ça, c'est quand même un geste incroyable, sachant que c'est dans un film iranien. Et Taroneh Alidousti, qui est l'actrice qui joue Leila dans le film, a pris parti pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté en postant une photo où elle inscrit ce mot d'ordre. Et ça fait 2 ans maintenant qu'elle ne peut plus jouer dans aucun film, mais Saïd Roustoï, le réalisateur, a accepté de tourner un film, donc Femmes et enfants, qui a été montré à Cannes, qui peut avoir ses qualités cinématographiques. Mais moi, en fait, ce que je reproche à Femmes et enfants, déjà, en quelque sorte, c'est son titre. J'étais très surpris lors de la conférence de presse de voir que des journalistes français l'interrogeaient sur le sens de ce titre et disaient est-ce que ça renvoyait, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une connotation littéraire, poétique ou je ne sais quoi, comme si l'expression n'existait pas en français. Pour moi, l'expression, elle existe en français, femme et enfant, lorsque on dit, justement, c'est une expression qu'on utilise de moins en moins, mais je me rends, lorsqu'un homme dit je me rends avec femme et enfant à tel endroit, c'est-à-dire que je viens avec mes bagages en quelque sorte. Donc c'est une expression quand même très patriarcale, très datée, mais qui existe, en tout cas moi qui n'étais pas étrangère, qui existe en persan, qui existe en français, et certainement dans d'autres langues. On pourrait éventuellement dire une femme, je viens avec mari et enfant, mais on l'utilise beaucoup moins, en tout cas elle n'est pas consacrée telle qu'elle. Mais ça dit beaucoup de choses, même du film lui-même, qui ensuite va nous montrer un personnage féminin qui va se révolter, mais selon moi, dont la révolte prend une forme un peu pathologique et qui va rentrer à la fin dans le cercle, en quelque sorte, de la raison, qui est aussi le cercle familial. Mais on peut être très ému. Il y a beaucoup de critiques qui étaient au courant de la polémique, puisque la polémique a quand même enflé et on ne pouvait pas l'ignorer dans le domaine de la critique. Mais je sais que des spectateurs français et des critiques français ou internationaux ont aimé le film, pensaient que l'actrice devait obtenir un prix d'interprétation féminine. Mais moi, je trouve que
d'abord, encore une fois, je ne vois aucune allusion à l'actualité de l'Iran, que les audaces de ce film, par exemple, montrer le personnage féminin qui fume en cachette de sa mère, comme si véritablement elle faisait quelque chose d'incroyable, ça n'a rien de nouveau. Je veux dire, Jafar Panahi, dans Le Cercle, montre une prostituée qui fume pendant 1 minute. Et là, c'était audacieux en 2000, mais en 2025, montrer ensuite une femme qui fume dans un film iranien, en tout cas, la censure n'a trouvé rien à redire. Et ce que je trouve grave, c'est que pour moi, c'est un film qui n'est plus du tout dans la continuité, à mes yeux, donc de ce qu'était Leila et ses frères, qui étaient vraiment liés à l'actualité, qui même anticipaient sur ce qui allait se passer. Et je trouve que c'est un film, dans son idée d'avoir été réalisé avec autorisation, mais qui, soi-disant, ferait avancer quand même la cause de Femmes, Vie, Liberté, dont il n'est à aucun moment question explicitement dans le film, rejoint en fait un discours du pouvoir iranien qui consiste à remettre en avant l'idée des réformistes. C'est-à-dire que les réformistes, en fait, Oui. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les réformistes, le mouvement, en fait, Femmes, Vie, Liberté est un mouvement radical. C'est pour ça qu'on a parlé de révolution, en fait, par rapport à Femmes, Vie, Liberté, pour le distinguer notamment du mouvement vert. Non pas que c'est une différence de nature, mais c'est une différence, disons, d'objectif, même si c'est peut-être pour arriver à la même chose, qui est que le mouvement vert était encore un mouvement réformiste. Ça, il voulait encore croire, même si tout indiquait que ce mouvement réformiste était plutôt un leurre, en fait, destiné à faire exister un semblant d'échange, parce qu'il n'y a pas de parti politique en Iran, donc il fallait qu'il y ait des courants, sauf que ces courants, la population s'en est emparée et on a véritablement fait, à certains moments, en fait, un mouvement populaire pour contester, en tout cas, la politique conservatrice du pays. Et donc, après ce qu'on a appelé le mouvement vert, en fait, l'élection du 12 juin 2009 qui est contestée, dans toutes les autres élections présidentielles en Iran, il n'y a jamais eu de candidat réformateur ou dit réformateur, enfin réformateur avec tous les guillemets possibles, avec un certain charisme qui pouvait véritablement être au second tour, voire remporter l'élection. Et le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a même été précédé par l'arrestation de Jafar Panahi et de Mohammad Rasoulov à un moment donné, a eu lieu donc sous un gouvernement ultra-conservateur qui était celui du président Ebrahim Raïssi, qui est mort il y a 1 an dans un accident d'hélicoptère dont on ne sait pas exactement si c'est un accident ou pas. Mais toujours est-il que ça a en quelque sorte profité au régime, puisque le régime, pour les nouvelles élections, a permis pour la première fois à un candidat qui avait un peu de prestance et de charisme de se présenter. Et alors que les dernières élections, que ce soit législatives ou présidentielles en Iran, avaient rassemblé moins de 50% de participants, ce qui était une première. Parce que même si c'est un pays totalitaire où le président de la République est l'équivalent d'un Premier ministre, il n'empêche que la légitimité du pouvoir n'est pas uniquement divin, il est aussi populaire, puisque l'Iran n'est pas la seule république islamique, mais c'est la seule république islamique née d'une révolution. Donc, elle est censée accorder, même si tout ça est purement formel, une attention du fait que sa population participe en tout cas aux élections. Or, pour l'élection de Pezeshkian, qui est l'actuel président dit réformateur, mais qui de toute façon n'a aucun pouvoir, c'est même pour ça que c'est une fiction, les réformateurs, mais c'est une fiction qui a permis de nourrir un débat démocratique et de faire évoluer une conscience démocratique à l'intérieur de l'Iran. Donc c'est ça aussi qui est important. Et donc, il y a un président dit réformateur qui a été autorisé à se présenter, qui a été élu et qui a rassemblé plus de 50% de participants à l'élection, ce qui est, qu'on le veuille ou pas, un succès pour le pouvoir, même si le fait que ça soit un président réformateur est censé
être quelque chose qui ira contre la ligne des durs, mais c'était surtout pour calmer en fait le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et pour moi, il y a aujourd'hui un cinéma comme celui de Saïd Roustoï qui peut apparaître comme féministe, mais qui est surtout destiné en fait à entretenir la fiction, comme quoi il ne s'agit pas de trop bousculer les choses et que le changement viendra patiemment. Et donc ça fait partie aussi un peu de la confusion que je cherche, en tout cas, à rappeler. Les gens ensuite sont libres d'aimer ou de prendre le parti qu'ils veulent. Non, mais c'est ça en fait. Et je pense qu'on terminera là-dessus. C'est comment conserver, pardon, garder, on va dire plutôt, ou maintenir, comment maintenir une exigence critique, ce que vous faites actuellement, sans tomber dans les compromis. Exactement, parce que ce que je dis là est aussi valable par rapport à beaucoup de films qui peuvent avoir, encore une fois, leur qualité. Tatami a ses qualités, même lire le Lolita à Téhéran, mais sans peut-être toujours mériter les palmes ou les lauriers. Encore qu'encore une fois, moi je trouve que le palmarès de Cannes est à mes yeux absolument irréprochable. Il ne s'agit pas de se revendiquer uniquement du mouvement Femmes, Vie, Liberté, puisqu'en fait, les royalistes qui aujourd'hui se revendiquent aussi de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, alors que personnellement, je ne vois pas du tout la compatibilité entre les trois mots Femmes, Vie, Liberté et la royauté. En tout cas, il n'y a pas de lien à mes yeux. J'y vois plutôt quelque chose de nouveau du XXIe siècle, quelque chose de démocratique qui existe déjà dans le cinéma iranien, puisque pour moi, Le Cercle de Jafar Panahi, ça a véritablement été un film qui a lancé un nouveau courant dans le cinéma iranien. Auparavant, un des courants les plus cités, c'était le cinéma de l'enfance. On l'a un peu oublié. Moi, j'ai voulu justement programmer un film qui parle de l'enfance, qui s'appelle Winners, parce qu'on a un peu oublié que le cinéma iranien, justement, des années 80-90, c'était surtout ces films-là. Mais Le Cercle et les premiers films de Jafar Panahi, donc Le Ballon Blanc et Le Miroir, étaient des films sur l'enfance, mais avec des petites filles. Et Le Cercle, en fait, va s'intéresser à la condition des femmes, ce qu'on retrouvera dans Hors-jeu de Jafar Panahi, mais aussi dans Trois visages, même dans Aucun ours. Et par ailleurs, même chez Kiarostami, ça va entraîner aussi un changement. Kiarostami qui tournera Ten en 2002, qui tournera Shirin en 2008, Shirin qui rassemble 108 actrices professionnelles, dont Juliette Binoche, dans une salle de cinéma fictive, en train de regarder un film qui n'existe pas, mais dont on entend la bande-annonce. Et donc, cette image-là, pour moi, de la démocratie qui existe, il ne s'agit pas non plus, il s'agit toujours de la questionner et de questionner aussi l'état actuel de la société iranienne, même après ce qui est en train de se passer. Quel est l'état de la société iranienne ? Mais effectivement, il s'agit de parler de films, de la valeur de films. Et peut-être qu'on peut terminer sur un film qui va sortir, qui est aussi dans ma sélection, qui s'appelle La femme qui en savait trop, de Nader Saïvar. Nader Saïvar, qui est co-scénariste d'un simple accident de Jafar Panahi, et Jafar Panahi qui est co-scénariste de La femme qui en savait trop. Et il est aussi le monteur de La femme qui en savait trop et le directeur artistique, donc il a participé de près à ce film qu'il prévoyait de tourner lui-même, mais donc il a décidé de réaliser un autre film. Alors, là encore, tout le monde n'est pas d'accord sur ma vision du film, et un festival et des discussions, c'est fait pour ça. Si tout le monde était d'accord, on n'aurait pas besoin de parler des films. Et puis la démocratie, c'est justement parce que tout le monde n'est pas d'accord, donc il faut parler. Et les Grecs, encore une fois, nous ont montré le chemin. La Grèce, qui, je crois, actuellement est à la tête de l'ONU, si j'ai cru comprendre, mais seulement l'ONU a totalement disparu, donc par rapport à tout ce qui se passe. Donc bref, et donc La femme qui en savait trop, pour moi, il y a trois personnages féminins de trois générations différentes dans ce film qui occupent chacune une partie du film. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'il y a un film
qu'on va dire le film principal qui dure à peu près 1h20, 1h30, qui est centré sur le personnage qui donne son titre en français, c'est-à-dire La femme qui en savait trop, qui est donc un personnage d'une 60aine d'années. Seulement, le film a un prologue donc, qui concerne la fille adoptive de cette personne, de la femme qui en savait trop, qui elle a une 40aine d'années, et le film a un épilogue qui concerne la jeune génération, ce qu'on appelle la génération Z. Et pour moi, c'est même 3 esthétiques différentes. C'est-à-dire que dans le prologue, pour moi, on a une esthétique de studio, c'est dans un cours de danse fermé, on a des images qu'on a rarement vues en Iran, c'est uniquement des femmes, elles ne portent pas le voile, mais, enfin, sauf certaines qui portent une tenue un peu folklorique, traditionnelle, mais on est dans un décor fermé. Donc, c'est une esthétique de studio, pour employer un terme cinématographique. Ensuite, on va être dans le film principal, dans un mélodrame, en fait, s'il fallait le définir aussi, de plus en plus sombre, de plus en plus claustrophobique et assez pénible, et dans une autre esthétique, mais qui est aussi une politique, qui définit aussi une décision que prend le personnage principal de ce segment-là principal du film. Et on a l'épilogue qui, pour moi, renvoie à une autre esthétique, qui retrouve un peu le début du film, sauf qu'on ne va plus être dans un décor fermé, et même à la toute fin du film, on va même sortir même de l'enceinte de la maison. J'essaie de vraiment ne pas en dire trop, je laisse les spectateurs découvrir, mais pour moi, ces 3 esthétiques définissent vraiment 3 politiques différentes même, et 3 attitudes par rapport générationnel, par rapport au pouvoir en Iran. Et c'est peut-être le seul film que je connaisse qui, à un moment donné, peut prendre une direction principale qui n'est peut-être pas la direction approuvée à la fin par le réalisateur et peut-être par le spectateur, y compris d'un point de vue esthétique, qui est aussi un point de vue politique. Et pouvoir, à un moment donné, aller au bout d'une trajectoire, mais pour prendre ensuite suffisamment tôt une autre direction et essayer de le faire comprendre aussi d'un point de vue esthétique, pour moi, fait qu'effectivement, ce qui se passe en Iran, dans la société civile, est politique, mais est aussi esthétique, puisque quand je dis que c'est la démocratisation des images tend vers la recherche d'une image de la démocratie, il y a cette idée d'image, donc aussi d'esthétique. Quelle est l'image à travers laquelle les Iraniens peuvent aujourd'hui se reconnaître, puisqu'en fait, on emploie beaucoup cette expression « les Iraniens ». Et à l'époque du Shah, les Iraniens, c'était la famille royale, c'était les couvertures de Paris Match, c'était une image que tout le monde pensait dorée, des cérémonies de Persépolis ou du couronnement de 67. Et après la Révolution, les Iraniens, c'est devenu cette masse compacte, fanatisée de la guerre Iran-Irak. On avait toujours ces mêmes images d'enfants soldats qui allaient déminer. On n'avait que cette image-là. Comme dans le début d'Argo, de Ben Affleck d'ailleurs. Voilà, exactement. On a eu longtemps ces images-là qui revenaient, ou alors Jamais sans ma fille, voilà. Oui, je l'avais oublié. Voilà, qui oublié. devient aussi effectivement une image, mais ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, moi, ça m'a toujours posé problème. C'est que je trouve que c'est beaucoup plus proche d'un téléfilm. Je parle de Jamais sans ma fille. Argo, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus proche de Tintin, Argo. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Disons que ça parle un peu de la petite histoire pour raconter la grande histoire, puisque ça parle des 6 diplomates qui, eux, ont pu quitter en fait l'ambassade des États-Unis pour se réfugier, je me souviens plus exactement, dans l'ambassade du Canada, et puis ensuite être exfiltrés. Et puis ça se termine avec une interview de Jimmy Carter qui dit que tout s'est bien passé. Alors peut-être que tout s'est bien passé pour ces 6 diplomates-là, mais il y en avait 52 qui étaient maintenus en otage et qui le resteront jusqu'à ce que Ronald Reagan soit président. Donc ça s'est très mal passé pour Jimmy Carter en l'occurrence, entre autres. Et disons que pour moi, effectivement, il s'agit aujourd'hui, à travers ce cinéma, de permettre
la naissance aussi, peut-être d'une manière virtuelle, encore que ce n'est pas forcément le mot ou l'adjectif que je préférerais, mais c'est-à-dire de faire exister déjà dans le cinéma, dans une image, un visage multiple qui permet d'envisager justement un Iran démocratique pour demain, mais qui viendra de la transformation qu'il y aura eu à l'intérieur, et qu'il y a eu de toute façon, mais qui se poursuivra à l'intérieur de l'Iran. Et que le cinéma, pour moi, joue véritablement ce rôle-là. Et il s'agirait, mais ça c'est un peu compliqué, on ne peut pas le demander nécessairement à tous les critiques, mais d'arriver aussi peut-être à tenir compte de ces réflexions-là qui font que s'il y a tant de fins ouvertes, et c'est le cas d'un simple accident dans le cinéma iranien aujourd'hui, c'est que c'est une histoire qui continue et qui se prolonge en fait dans la réalité, mais une réalité qui se nourrit aussi de ces films-là, parce que pour moi, en fait, tous les mouvements qu'il y a en Iran ont souvent été annoncés par le cinéma, ont impacté le cinéma, même si à certains moments, le cinéma est absent. Mais ces mouvements prennent aussi le relais, c'est-à-dire ils produisent des images, et des images qui se raccordent en fait avec les films que l'on a vus précédemment, et qui nous permettaient en tout cas de ne pas être aussi surpris que les experts chaque fois qu'il y a eu des soulèvements en Iran, parce que moi, des exemples que je donne très souvent, c'est que Les Chats persans, par exemple, de Bahman Robodi, c'est un film qui a été montré à Cannes en mai 2009. Et ensuite, il y a eu donc le mouvement vert en juin 2009, donc exactement un mois après. Et en fait, toute cette jeunesse des concerts clandestins, toute cette jeunesse qu'on voyait dans ce film, en fait, on l'a ensuite vue dans d'autres vidéos qui ont circulé et qui permettaient de voir que le film, qui avait beau être une fiction, n'était pas entièrement, en tout cas, n'était pas fictif. Et la même chose pour Leïla et ses frères. Pour moi, ça a précédé de 4 mois le mouvement Femmes, Vie, Liberté, dont l'actrice principale, pour lequel l'actrice principale, donc Talaneh Ali-Dousti, prendra parti. Et donc, ce cinéma iranien a cette importance-là, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, de nous dire quelque chose sur l'état de la société iranienne, et éventuellement aussi, mais ça on le sait toujours forcément après coup, de ce qui se passe par la suite. Et on aimerait effectivement que la critique puisse aussi d'abord juger sur l'esthétique, mais aussi comprendre que ces films-là participent aussi d'un véritable enjeu politique, et que l'esthétique est vraiment l'expression aussi d'une politique, et que ce n'est pas toujours, parfois même au sein de la même famille, puisque La femme qui en savait trop, ce sont 3 femmes d'une même famille, mais qui n'ont pas nécessairement, même si elles ont le même but, elles ne prennent pas nécessairement le même chemin pour y arriver, et donc la même façon aussi de marcher, donc la même esthétique aussi. L'Iran par-delà les frontières, c'est la première édition donc, de ce panorama des cinémas iraniens contemporains. Je rappelle les dates. Il y aura donc une partie de la programmation qui sera reprise à la Pléiade de Cachan. C'est du 24 au 27 juin, donc dans 4 jours. On enregistre là l'émission le 20 juin, donc c'est dans 4 jours. Et l'intégralité de la programmation, ça c'est plus tard, fin août. L'Épée de bois, du 26 au 31 août. Et Bamshad Pourvali, directeur de ce festival, mais aussi critique de cinéma et docteur en cinéma, était venu pour nous en parler. Merci, bien évidemment, dans le descriptif, toutes les informations concernant ce festival. Et c'était vraiment un plaisir de vous écouter parler de tout cela dans une situation géographique, géopolitique très instable, malheureusement. Voilà. Merci d'avoir pris votre temps. Merci, Samy. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.